parole à nos deux invités. Alors, cabinet indépendant français, nous accompagnons depuis plus de 25 ans maintenant les organisations confrontées à des changements majeurs. Alors, nous sommes particulièrement présents dans les secteurs de l'énergie, du transport, de l'industrie, et en fait, nous œuvrons au service de la transition énergétique et de la souveraineté industrielle, notamment. C'est-à-dire tout le sens de notre engagement en tant que société à mission, et c'est dans ce cadre que nous vous proposons ce webinaire. Alors, peut-être slide suivante. Merci. En guise d'introduction et afin de poser un peu les grands enjeux que nous allons évoquer ce matin, je vais passer la parole à Aurélien Meyer, qui va vous partager un peu ce grand contexte et les défis que ça pose. Peut-être quelques indications avant de démarrer. Donc, vous avez vu, notre webinaire est enregistré, ce qui nous permettra de partager à la fin de ce temps que nous avons avec vous. Nous garderons bien entendu un temps de questions-réponses afin que vous puissiez adresser les questions que vous vous poserez à l'issue de l'intervention de nos deux invités. Vous pourrez leur adresser directement. Merci beaucoup. Merci Pierre et Virginie. Bonjour à tous. Effectivement, derrière le concept d'excellence industrielle, traditionnellement, on y associe la notion de performance avec une recherche d'optimisation, de restructuration, de réduction des coûts. Et c'est vrai que ça reste un concept qui est tout à fait d'actualité, mais qui a déjà été beaucoup creusé par les organisations et sur lequel, sans arriver à l'os, on recherche encore des leviers complémentaires. Alors, évidemment, il y en a. Tout le volet mobilisation humaine n'est pas quelque chose qui est traditionnellement mis en priorité au sein des organisations industrielles, mais je pense qu'il y a véritablement encore des leviers d'amélioration par rapport à ce sujet du capital humain. Et bien sûr, on peut citer aussi toutes les opportunités à travers des nouveaux cas d'usage liés à l'intelligence artificielle, par exemple. Mais dans un contexte où on est davantage dans de l'incertitude assez régulière, des chocs qui peuvent vraiment mettre à mal le modèle de production et une recherche de souveraineté qui est pas mal fragilisée dans ces temps, apparaît une nouvelle notion qui est celle de robustesse, qui vise à sécuriser la viabilité des moyens et long terme du modèle de production en essayant d'anticiper tous ces risques et toutes ces incertitudes du mieux possible. Et on se rend compte, notre objectif n'est pas d'opposer performance et robustesse, mais plutôt de trouver un subtil équilibre entre les deux, même s'il y a, on peut observer un certain nombre d'antagonismes qui sont parfois assez évidents. Je vous donne quelques exemples. Le fait d'avoir des stocks très importants, on n'est pas forcément dans du lean, et pourtant, ça permet d'encaisser un certain nombre de chocs par rapport à des imprévus qui feraient qu'on aurait besoin d'utiliser ces stocks pour continuer à faire tourner la machine. Un autre exemple, le fait d'avoir des lignes de production non saturées. Encore une fois, on n'est pas dans du lean, et pourtant, ça permet d'encaisser un certain nombre d'incertitudes qui peuvent parfois permettre d'assurer une continuité là où on aurait pu se retrouver en rupture. Donc voilà, cette robustesse finalement, il y a des zones de non-performance, qualifiées de non-performance aujourd'hui, qui finalement peuvent être considérées comme des gisements de robustesse de demain. Et c'est tout ce paradoxe que l'on va essayer de développer, et en tout cas sur lequel on va s'interroger dans la suite du webinaire. Je vous propose, Pierre, de parler un petit peu de notre approche. Notre approche, oui.
En fait, en quelques mots, on a laissé le slide un tout petit peu sophistiqué pour que vous ayez quand même quelques éléments on vous enverra ces éléments-là. On fera une synthèse du webinaire, on vous enverra quelques éléments avec l'accord de nos deux intervenants sur ce qu'ils ont pu dire. Mais, en fait, on voit trois grandes étapes assez importantes dans la façon de réfléchir et qui ne sont pas forcément toujours appréhendées de cette manière-là aujourd'hui. Je crois qu'il y a un premier élément qui est dans la première étape, c'est vraiment de pouvoir se former une idée assez claire du futur autant que faire se peut. C'est-à-dire que dès qu'on a une meilleure capacité à appréhender les grandes tendances, les germes de changement, etc., ça permet aussi de dessiner le rôle que l'entreprise souhaite jouer dans ce futur-là. Et on aime bien dire que l'idée, c'est vraiment d'apprécier son niveau de préparation finalement à ce qui pourrait advenir. Et dans une certaine mesure, pardon, c'est ce que disait aussi Aurélien, savoir un peu quelles sont nos marges de manœuvre. Tout l'enjeu est là parce que la performance, à force d'optimiser, a pu créer parfois des fragilités. Donc, c'est jouer avec ces éléments-là. Et donc, de savoir vraiment en quoi ce modèle actuel peut avoir justement ces fragilités-là pour les corriger et mieux se préparer. On aime bien dire ramener le futur au présent parce qu'en fait, pour nous, c'est une version très concrète de se dire que le futur existe déjà aujourd'hui et qu'on peut avoir déjà des premiers éléments de changement qu'on va mettre en œuvre qui nous permettent quelque part de nous préparer mieux et d'aller vers ce futur-là en ne dessinant pas qu'une seule, mais plusieurs trajectoires. Ça paraît assez essentiel. La deuxième intention, au travers le deuxième élément, plutôt la deuxième étape, c'est plutôt vraiment d'être clair sur son intention et de clarifier les capacités, les leviers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Ça, c'est très important parce que dans une certaine mesure, on va voir que quand on parle d'assurer finalement la continuité des activités à plus court terme, dans le présent, et puis d'assurer la viabilité de l'organisation dans le long terme, on fait cette espèce d'éléments subtils qui parlent des activités d'aujourd'hui et de l'entreprise de demain parce que en fait, les activités sont importantes, ce qu'elle fait, sa mission est importante, mais en réalité, ce qu'il faut préserver, c'est d'abord ses capacités, sa capacité à exister, à être dans le futur et à jouer le rôle qu'elle souhaite jouer. C'est peut-être en ne faisant pas tout à fait ce qu'elle fait aujourd'hui, ou en tout cas pas tout à fait de la même manière. Et donc, c'est aussi de clarifier clairement les leviers qu'on va pouvoir mobiliser, que ce soit des leviers de performance ou des leviers de robustesse. En fait, enfin, plutôt le troisième mouvement, quelque part, c'est nous, on le résume à une logique d'expérimentation, d'apprentissage. C'est ça qui est vraiment très important. En fait, l'idée, c'est d'être dans cette logique d'adaptabilité, de flexibilité, de transformabilité, on dit parfois. C'est beaucoup de mots hantés, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est au travers d'apprentissage, d'expériences très concrètes, d'expérimentations très concrètes, que finalement, on se dessine plusieurs trajectoires possibles et qu'on garde cette flexibilité, cette capacité à appréhender le futur sans être troublé par trop de chocs, de ruptures, de bascules. Voilà, c'est un peu ça notre logique. Et pour être plus concret sur les leviers, on en a évoqué quelques-uns dans la petite. Certains nous disent que c'est une balle de tennis, vous pouvez le voir comme vous voulez, qui est sur la droite. On n'épuise pas là certainement toutes les idées qu'on pourrait avoir, et surtout, on essaye d'échapper à ce réflexe qui pourrait être celui de trouver à tout prix des solutions, alors qu'en fait, l'enjeu, c'est d'abord d'être préparé. Voilà, c'est un peu subtil, mais c'est ça qui va être important, mais évidemment en mobilisant des capacités concrètes de l'entreprise. Bon, voilà. Alors, pour éclairer tout ça, on s'est dit que la meilleure manière de faire les choses, c'est de donner la parole à deux acteurs qui ont chacun des histoires industrielles, des histoires de femmes et d'hommes aussi, qui sont vraiment intéressantes à entendre. Et on voulait pouvoir leur tendre le micro et vous donner comme ça un aperçu de la manière dont eux, plus concrètement, traitent de ces sujets-là. Et donc, je vais tout de suite passer la parole en premier lieu peut-être à Christine Champoiral, qui va se présenter, vous dire un peu ce que fait Montabert et ce qu'elle fait plus largement dans ses différentes implications dans différents cercles. Et puis ensuite, on passera la parole évidemment à François-Clément Grandcourt. Voilà, merci à tous les deux à nouveau d'être présents avec nous et à vous le micro. Ok, bonjour à tous. Alors, merci pour cette introduction. Merci Pierre, Virginie, Aurélien. C'est une introduction qui nous permet de rentrer vraiment dans le sujet, mais je vais peut-être commencer par me présenter. Je connais certains d'entre vous, mais tout le monde ne connaît pas Montabert.
Donc moi, Christine Champoral, donc je suis la présidente de Montabert depuis l'année dernière, mais quand même dans la société depuis plus de 24 ans. Différentes fonctions, d'abord commerciale et puis directrice générale les dernières années avant de prendre la présidence. Montabert, c'est un industriel qui a 100 ans d'histoire. La société, au départ familiale, a été fondée en 1921 et c'est un industriel qui conçoit et qui fabrique du matériel, donc qui sont des brises-roches et des perforateurs hydrauliques qui sont destinés au marché principalement du BTP, de la mine, exploitation minière, des carrières et des tunnels. Donc, quand j'ai pris la présidence de Montabert, je me suis posé la question, après toutes ces années passées dans cette entreprise, de ce que j'allais pouvoir apporter à cette entreprise et qu'est-ce qui restait à faire pour aborder l'avenir dans tout ce qui vient d'être évoqué, un monde changeant avec beaucoup de chocs, de variations. Et ce qui m'est apparu tout de suite, c'est qu'il y avait des choses à changer pour travailler justement cette notion de résilience, de robustesse, d'adaptabilité au changement. Et comme je ne savais pas trop comment aborder le sujet, et je vous en parlerai peut-être un peu plus largement tout à l'heure, mais j'ai décidé de rejoindre la Convention des entreprises pour le climat, que je pense parmi ceux qui sont connectés, plusieurs connaissent, donc qui est une association qui accompagne donc les entreprises et notamment les dirigeants dans ce parcours d'identifier nos fragilités, mais aussi nos leviers de transformation pour aller vers une industrie régénérative. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, l'enjeu, la marche, elle est haute pour Montabert, parce qu'on est un industriel qui est vraiment ancré dans l'extractif, aussi bien par la consommation de matière que nous faisons aujourd'hui. On consomme de l'acier, on transforme 6000 tonnes d'acier chaque année. Donc, c'est pour vous donner une image parlante, 2 étages de la Tour Eiffel chaque année. Et le matériel qu'on fabrique avec cet acier, il est destiné aussi à des activités qui sont plutôt extractives, hein, la démolition, l'exploitation minière, le creusement de tunnels. Donc ce pivot, il n'était pas intuitif, évident, mais pour autant, il m'est apparu nécessaire de travailler sur ce sujet. Et le parcours CEC que j'ai choisi, qui était un parcours industrie, m'a vraiment aidé à cheminer, à construire une feuille de route dont on pourra parler un petit peu aujourd'hui et d'identifier ces leviers de redirection. Pour conclure cette introduction, je dirais juste qu'aujourd'hui, j'ai un cap qui est beaucoup plus clair. J'ai les idées plus claires sur vers quoi je veux aller, qui je dois embarquer et comment ça va se passer. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, ce parcours, et c'était un peu ce que Pierre nous montrait dans les étapes, je suis encore au début de ce parcours et il y a des injonctions contradictoires tous les jours quand on est dirigeant et on est toujours dans cet équilibre entre performance et robustesse qu'il faut trouver. Et ces 3 horizons, donc on se fixe des choses qu'on peut faire, des petites graines qu'on peut semer aujourd'hui parce qu'on sait que c'est ça qui va germer demain, et puis des choses qu'on doit continuer à nourrir aujourd'hui, qui restent dans notre business as usual, mais qui sont des étapes qui financent aussi cette transformation. Et la dernière chose que je vais vous dire dans cette introduction, c'est que du coup, pour aller plus loin dans cet engagement, j'étais déjà, Montabert était déjà adhérent à une association dans la région lyonnaise où on est implanté. Je n'ai pas dit qu'on est à Saint-Priest. On est adhérent à une association qui s'appelle la Ruche Industrielle, qui est un collectif d'industriels du territoire qui travaillent ensemble en cluster sur des sujets transverses de transformation à la fois technologique, humaine et durable. Et que j'ai pris cette année le mandat de vice-présidente de la Ruche Industrielle pour venir effectivement renforcer aussi cet ancrage territorial et aussi me donner accès à cette énergie collective qui est indispensable à la transformation. Voilà ce que je peux vous dire déjà en introduction. Merci Christine. Je prends le relais, Pierre, directement. Ce qui est très amusant quand on a échangé avec Christine, c'est de voir les points communs que nous avons eus dans notre parcours de façon complètement différente. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir le partager parce que peut-être que ça peut faire gagner du temps à pas mal de monde. Alors François Clément Grandcourt, je travaille chez BIC depuis 25 ans et je suis directeur général de la division briquet de BIC qui est membre du comité exécutif de BIC.
Si je reviens un petit peu en arrière, donc BIC, société de 10 000 personnes, chiffre d'affaires 2 milliards d'euros, qui existe depuis 1945, fondée par Marcel BIC, qui avait une obsession, c'était de se calquer et d'apprendre de la nature. Donc ça semble bizarre parce qu'il a fait ses produits en plastique, mais en fait il a fait ses produits en plastique parce qu'il a reçu du marché un premier signe à l'époque qui était qu'il ne pourrait pas produire tous les produits qu'il avait à produire avec du métal. Et la raison, c'est qu'en fait, il avait besoin de tellement de métaux à ce moment-là que les coûts devenaient absolument ingérables, d'où le choix du plastique. Voilà. Mais aujourd'hui, les briquets BIC, je sur les briquets, mais c'est la même chose sur l'écriture et le rasoir, c'est jetable, c'est plastique, c'est pas cher et c'est nomade. Donc, grosso modo, c'est pas le carré magique. Donc on pourrait se dire, on est plutôt mal placé. Et au final, on s'aperçoit que c'est l'inverse. Donc c'est là où en fait ce que je vais essayer de passer comme message, c'est que il ne faut pas s'arrêter aux impressions. Parce qu'en fait, quand on avance, on découvre des solutions et en fait, on est passé de quasiment que le bonnet d'âne de la classe en termes d'image il y a un certain nombre d'années à aujourd'hui des ONG qui nous considèrent comme parmi les 5 premières organisations non natives en termes d'avance sur le développement durable. Donc, c'était un vrai shift interne, mental, mais c'est une réalité. Alors, j'ai commencé à regarder les aspects de développement durable en 99, les lectures, mes lectures ont commencé à ce moment-là. Je n'ai pas pu faire grand-chose via mon travail jusqu'en 2015. En 2015, je prends la responsabilité de la division briquet de BIC. Et là, je commence à me coller au sujet. Exactement les mêmes questions que Christine a mentionnées. Et ce qui était très intéressant à ce moment-là, et ce qui m'a au final beaucoup aidé, c'est qu'en fait, on a été sur le point d'être attaqué par une ONG. Finalement, l'attaque a été arrêtée 3 jours avant le jour de l'attaque. Ça, on l'a appris 6 mois plus tard. Et en fait, ça a été pour moi une possibilité énorme de pouvoir faire avancer très rapidement l'organisation, parce que l'attaque à ce moment-là nous aurait fait extrêmement mal. Au final, à quoi est-ce qu'on arrive? On arrive sur le fait qu'on a démontré, après 10 ans de travail, grosso modo, qu'on est capable de rentrer dans les limites planétaires. Donc, non seulement le moins 85% carbone, mais sur nos autres impacts également, biodiversité, eau et plastique. On rentre dans les limites planétaires. Et c'est là où je reviendrai sur le chart qui était présenté avant. À ma grande surprise, on a été capable de faire de la robustesse, et on est capable de faire de la robustesse, mais également du coût. L'environnement, notamment en termes d'achat, évolue beaucoup, les coûts des matières premières évoluent beaucoup. Aujourd'hui, je suis capable de dire qu'on est tout à fait financièrement capable de soutenir ce plan, sans même parler je ne peux pas donner de chiffres, mais on est sur une activité qui est soutenable à l'avenir. Voilà, donc c'est et dernier point, même parcours également que Christine, je m'aperçois que ce qui nous a permis d'arriver là, c'est qu'une équipe a été stable pendant 10 ans. La même équipe de d'abord 7 personnes et puis après on est monté à 15 et puis après c'était 80 et celle 80 c'est plus compliqué. Et en fait cette équipe de 15 personnes qui a été complètement stable pendant 10 ans a été d'une force extraordinaire. Mais combien d'organisations peuvent se permettre aujourd'hui, via des politiques RH, via etc., de garder une équipe aussi longtemps? Or, clairement, je suis une activité sur laquelle je gère une activité très simple, j'ai peu de modèles de briquets, donc une activité vraiment simple à modifier en théorie. J'en ai quand même eu pour 10 ans avec une équipe complètement stable. Alors, donc c'est là où j'aimerais donner des éléments de cadrage. Pour moi, c'est absolument possible dans un certain nombre d'industries. Je ne peux pas les généraliser, évidemment. Il y a des conditions, et ces conditions sont quand même importantes, et pas forcément ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, on va parler de robustesse, moyennant quoi, on va parler d'humain. Et c'est pour ça que j'ai pris la présidence depuis mai dernier du think tank Entreprise et Progrès, qui a été créé en 69 par les DG de Danone et L'Oréal. Qui vise 3 choses en disant le profit des entreprises ne peut tenir que si
on a une approche du travail des équipes fondamentalement ancrée sur l'humain. Et troisième chose, en considérant qu'on n'a qu'une seule planète, en 1969. Voilà. Et je considère que l'humain va être l'élément le plus important pour pouvoir arriver à nos solutions. Ah bah non, je t'ai pas vu. Pierre, je vous laisse reprendre. Il y avait un petit bruit de fond. On a coupé un micro et puis de notre côté, il y avait quelques petits moments où vous entendez moins bien. Je ne sais pas si c'était vrai pour tous les participants ou que c'était que chez vous. Ok. Je vais peut-être rebondir sur ce que disait François Clément. C'est vraiment, ça fait écho pour moi parce que la dimension humaine, je suis convaincue que c'est le levier majeur qui va nous permettre de réussir cette transformation. Nous, dans notre industrie, bien sûr, on a tous des préoccupations fortes sur la partie des enjeux d'hygiène, santé, sécurité sur les sites industriels, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que l'enjeu humain, il est sur l'épanouissement de nos collaborateurs et aussi le développement de leurs compétences et le fait de les associer à toute notre stratégie, à cette transformation. Parce qu'une transformation réussie, elle ne pourra pas s'opérer que par la seule volonté du dirigeant. C'est une condition nécessaire, bien sûr, mais il faut créer ce climat aussi d'épanouissement et d'engagement des équipes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau d'un site industriel et le dirigeant ne peut pas avoir la vision complète et entière de toutes les opportunités de transformation qui existent. Le deuxième point qui me fait réagir, qui était très intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a cette notion de... Aujourd'hui, on fait de la robustesse, mais ce n'est pas incompatible avec des économies et du coût. Ça, j'en suis convaincue parce que moi, j'ai souvent dit aux gens, il ne faut pas opposer économie et écologie. La sobriété, c'est avant tout une économie. Et j'aime bien écouter certains économistes un petit peu divergents aujourd'hui et décroissants comme Timothée Parry quand il nous explique que effectivement, si on arrive à libérer de la ressource et à se passer de cette ressource, eh bien, on fait de l'économie. Et en fait, c'est complètement ça. Et c'est le message qu'il faut aussi faire passer, et c'est la préoccupation que j'aime avoir dans toutes les réunions, dans toutes les discussions que j'ai avec mes équipes. Et puis le troisième point où on se rejoint encore complètement, c'est tout ce que tu as dit au niveau de la circularité. Nous, on a un modèle natif qui est linéaire, donc on transforme l'acier, on l'usine, on le traite thermiquement, on le rectifie, ensuite on assemble nos produits, le produit est utilisé, et puis normalement, ensuite, il arrive en fin de vie. Et depuis des années, on a voulu miser sur la robustesse, la durabilité, la solidité de nos produits, qui en plus sont assez low-tech. Il n'y a pas de mise à jour de logiciel ou de moteur à faire périodiquement sur nos engins. Et on s'est dit, on a une force, et déjà quand j'étais à la direction commerciale, on avait identifié que c'était un vrai levier pour nous de réemployer, de reconditionner, de réemployer le matériel. Et aujourd'hui, eh bien, on a fait plusieurs pivots circulaires pour travailler sur l'industrialisation de ce process. C'est la première étape. Ensuite, pour travailler sur vraiment les procédés de reconditionnement des différents composants, en analysant la nomenclature du produit. Et pour aller plus loin, c'est vraiment travailler nos circuits de collecte, les enjeux technologiques, le cycle de vie du produit, redesigner certaines pièces par rapport à leur fonction pour en améliorer la durabilité, la réparabilité. Et on sort complètement de cette logique de produits jetables pour entrer dans un label qui d'ailleurs va certainement être déposé prochainement de pérennité programmée, en vraiment misant sur un produit qui ne s'use pas, parce que le meilleur moyen de faire de la sobriété, c'est de ne pas avoir à réutiliser de la matière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je défends, parce que même si aujourd'hui, ça peut être très marginal dans les revenus de notre société, plus on va rentrer dans des périodes de rupture de chaîne d'approvisionnement ou de tension sur l'accessibilité aux matières, que ce soit pour des questions politiques ou purement de pénurie,
eh bien, plus on va s'apercevoir que ces modèles sont vertueux et vont nous permettre à nos entreprises de continuer à créer de la valeur autrement, en sortant d'une logique volumique et en allant vers un modèle de fonctionnalité. Et là où la discussion qu'on a pu avoir en amont de ce webinaire avec François m'a rassuré, c'est qu'il a 10 ans d'avance sur moi, sur cette transformation vers la circularité, et avec déjà un horizon 2 qui est maintenant en place. Et je me dis que voilà, ça me rassure que notre démarche est bien ancrée et qu'on va dans la bonne direction. Alors, Christine rentre maintenant plus dans l'aspect opérationnel. Je trouve que c'est important de continuer là-dedans pour être concret. Alors en fait, comment est-ce qu'on a commencé? On a commencé. Alors peut-être une chose d'ailleurs, je voulais dire une chose sur les économies. Je veux pas non plus faire de surpromesses. Au début, il y a les choses faciles et on fait des économies. Et puis il y a une période aride où là, pour le coup, on rentre dans les coûts. Absolument. Et après, il y a une troisième période qui s'ouvre, où là, pour le coup, on arrive à retrouver d'autres économies. Et pour être tout à fait honnête, après 10 ans de travail, comme disait Christine, je retrouve maintenant des économies et je n'arrive pas même à voir jusqu'où on va aller parce que je n'arrête pas d'en retrouver. Plus on rentre dans le dossier, plus on arrive maintenant à trouver des économies. Donc en fait, à peu près tous les 6 mois, je dois ressortir un nouveau compte de résultats prévisionnel qui augmente le niveau de profit. Alors, on a commencé d'abord par se poser une question toute simple. Est-ce qu'on aura besoin de briquets demain? Ça semble tout bête, mais si la réponse était non, eh ben on aurait simplement milqué l'activité et on n'aurait rien fait. La réponse a été l'inverse. Il y en aura encore plus, notamment dans l'hémisphère sud, et notamment parce que chaque humain qui arrive sur Terre, en plus, c'est dans les bidonvilles qu'ils sont, là où il n'y a pas de réseau électrique, gaz, et donc le seul moyen, c'est d'utiliser le feu. Et donc les briquets à la flamme est absolument fondamental. Donc ça, c'est la première chose qu'on ait faite. Après, on s'est posé d'autres types de questions. Et je vais mixer un peu les questions et les conclusions pour gagner du temps. 50% de l'impact environnemental du marché du briquet est lié aux brûlures. Ça semble idiot, mais le briquet, c'est une flamme externe. Et quand il n'est pas bien dessiné, bien conçu, il explose ou alors il fait des flammes très élevées, etc. Donc 30 000 brûlés graves par an dans l'Union européenne. Pour se donner un ordre de grandeur, ça veut dire que c'est grosso modo un Crans-Montana par jour. Okay, environ une centaine de personnes brûlées par jour. Un coût sociétal de 50 milliards d'euros, ce qui veut dire que les briquets non conformes, je parle de la conformité après, aux normes de sécurité, devraient être vendus 200 € au lieu d'être vendus 2 € sur le marché. Donc en fait, la question du vrai coût des produits est également posée, et donc le vrai coût d'un produit asiatique non conforme est au-delà de 200 €. Le vrai coût d'un briquet BIC est à 2 €. Donc en fait, là, quand on commence à compter les choses différemment, on voit qu'économiquement parlant, il y a également des vraies différences et un avantage compétitif. Donc cette notion de sécurité est clé parce que c'est 50% de l'impact environnemental du briquet. Ça veut dire que nous, étant les champions au niveau mondial de l'aspect de la sécurité, étant largement au-dessus de la norme de sécurité, en fait, virtuellement, on a 0 accident. Ce qui veut dire qu'en fait, de facto, dès le départ, on économise 50% de l'impact environnemental. La deuxième grosse partie, c'est la partie la plus classique, c'est l'activité industrielle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a refondu nos gammes de produits. On avait des produits très efficaces, ceux-là, on ne les a pas touchés. Les autres, on les a tous modifiés. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont été conçus au début, en 71, en fait, étaient tellement bien conçus qu'en 4 mouvements, on est capable de les démonter. Ce qui veut dire que la machine de désassemblage est en fait extrêmement facile, et donc l'économie circulaire pouvait donc se faire. Et donc l'économie circulaire veut dire collecter, et en fait aussi au début on s'est dit oh là là, jamais les consommateurs vont nous rapporter des briquets. Et bien c'est exactement l'inverse, les consommateurs sont très contents de se débarrasser des briquets parce qu'ils ont peur de les jeter dans les poubelles. Et donc en fait, quand on ouvre de nouvelles zones, très souvent on voit des consommateurs venir avec 30 ou 50 briquets d'un coup et ils vident tout ce qu'ils ont comme vieux briquets dans leur tiroir. Ça nous a permis de réaliser qu'on pouvait non seulement démonter les briquets, mais également les reconditionner, voire même, certains briquets sont en tellement bon état qu'un coup de soufflette sur le dessus, on re-remplit le briquet en gaz et on les renvoie sur le marché, et ça nous permet de pénétrer de nouveaux marchés où aujourd'hui on est trop élevé en prix.
Donc, au final, quand je prends un peu de recul sur ce qui se passe, deux remarques. La première, ça nous a pris donc 10 ans. Vu le temps, et pour pouvoir rentrer dans les limites planétaires, ça va me prendre jusqu'à 2040-2045. 2040 si tout va bien, 2045 si ça déraille. Ce qui veut dire que pour des entreprises qui n'ont pas suffisamment avancé jusqu'à aujourd'hui, en tout cas industrielles et comparables à nous, on parle très probablement d'un overshoot et d'un overshoot de 5 à 10 ans. Et là, mon dernier point, quand on va passer en overshoot, quelle va être la réaction des populations et des citoyens, notamment vis-à-vis des entreprises. Et c'est là où une période comme aujourd'hui, où le développement durable passe clairement en mineur d'un point de vue public, en tout cas, est une occasion, je pense, extraordinaire de pouvoir rattraper du temps quand on pense qu'on n'a pas suffisamment avancé, pour faire que dans les années qui viennent, on ne se retrouve pas dans des positions trop difficiles. Merci beaucoup François et Christine pour ces témoignages. Est-ce que, je ne veux pas vous couper la parole trop vite, est-ce que vous aviez encore des choses à ajouter l'un ou l'autre, ou est-ce qu'on ouvre des questions peut-être de nos participants qui certainement ont été, dont l'appétit a été, ou en tout cas la curiosité a été aiguisée par vos propos? Je vais peut-être rebondir juste une dernière remarque par rapport à ce qui vient juste d'être dit sur le point de départ, je pense, de la démarche pour tout le monde. C'est ce que François a dit, c'est de se poser cette question déjà. Est-ce que le produit est utile? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Parce que c'est d'ailleurs le sujet qui m'a beaucoup hanté au début du parcours CEC, même tout au long du parcours. C'est est-ce que des brise-roches et des perforateurs, ça garde une utilité dans le monde dans un monde régénératif qui rentre dans les limites planétaires. Et ça, c'est aussi ça qui articule aussi cette feuille de route sur le long terme, c'est de se poser la question comment on accompagne aussi ces changements pour s'assurer que notre modèle, il a une véritable utilité et qu'il est pérenne. Alors bon, on s'est rassuré parce qu'effectivement, on a vu qu'il y aurait quand même toujours besoin de ressources, mais qu'il y a aussi des enjeux de souveraineté. Je ne vais pas refaire la politique et l'actualité du moment, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de crispation autour aujourd'hui de la sécurisation au niveau régional des ressources dont on a besoin pour notre économie. Et donc, c'est important d'être un acteur qui accompagne un modèle extractif ou en tout cas régénératif de ressources qui soit fait en conscience et avec les bons enjeux de sobriété et de durabilité. Même si des mines sans impact, je pense que ça n'existe pas. Par contre, sur nos brise-roches et sur la démolition, on voit émerger aujourd'hui énormément un marché très dynamique en matière de recyclage et de déconstruction. Et c'est bien sûr ce pivot qu'on est en train de faire parce que c'est ce qu'on voit dans notre horizon. Donc, se poser cette question de l'utilité, elle est fondamentale. Et puis après, je pense qu'on a suffisamment élaboré l'un et l'autre sur le côté vertueux des modèles circulaires pour aller même jusqu'à des modèles d'usage qui nous permettent d'aller encore plus loin pour l'utilisation du produit sur le long terme. Donc, je voulais juste préciser ça. Et peut-être une chose, on a fini notre discussion avec Christine en disant qu'on ferait un échange mutuel en allant dans les usines l'un de l'autre. Et la raison est toute simple. On a besoin de regarder comment les autres font. Et je trouve ça d'une richesse extraordinaire. Voilà, donc je ne peux qu'inciter à partager et aller les uns chez les autres pour prendre des idées. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, nous, à la ruche industrielle, avec tout un tas d'industriels du territoire, parce qu'on s'est aperçu que ce collectif d'entreprises, c'est un formidable accélérateur de nos projets, parce qu'on gagne du temps, on voit avec les uns les autres ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on se fait challenger, parce qu'on a tous des angles morts. Donc, un autre industriel me dit « mais pourquoi tu ne sais pas ça? On a déjà essayé, mais comment tu as fait ?» Bon, c'est très important de rester connecté aux autres. Excellent. Merci à tous les deux. Si je devais lancer cette session de questions-réponses, peut-être que je dirais qu'il y a les deux idées forces là que je retiens qui sont celle de cette coopération, peut-être qui s'amplifie, coopération, de ce partage, etc., qui est vraiment assez crucial. On voit que seul, on a du mal à réussir. On a déjà des entreprises, vous l'avez bien illustré, qui sont dans une logique très écosystémique, mais dans une certaine mesure, on voit que l'amplification de cette
capacité à coopérer, à partager un certain nombre d'éléments, à s'unir autour d'axes de succès est vraiment crucial. La deuxième chose, c'est l'importance effectivement de l'utilité de vos produits, de vos offres, de vos offres, et en même temps le fait que ça fait réémerger ou que ça remet en exergue un certain nombre de capacités qui les sous-tendent et qui sont cruciales pour pouvoir faire dans le futur peut-être d'autres choses, mais en étant quelque part assuré que ce socle-là est un socle fort et qui vous permettra quelque part d'être plus prêt pour le futur et d'affronter un peu tout ce qui pourrait advenir avec une forme de sérénité. Je trouve ça vraiment essentiel. Voilà, la parole est maintenant aux participants. Je crois que les micros sont ouverts. Si ce n'est pas le cas, décochez votre micro et n'hésitez pas à adresser vos questions à Christine ou François. Si je peux me permettre, bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. J'ai peut-être une question plutôt pour Christine, parce que j'ai bien noté que les produits BIC étaient des produits jetables et donc avec la possibilité de reproduire à nouveau ou de reconditionner par la suite. En revanche, pour Christine, je voudrais connaître un peu votre point de vue sur la possibilité de se démarquer vis-à-vis de la concurrence en ayant cette démarche particulière. Merci pour la question. Alors, au départ, et j'en parlais d'ailleurs avec François quand on a préparé l'entretien, je pensais que ça allait être plus facile que ça en me disant bah, si on offre un produit reconditionné qui est garanti constructeur, qui a les mêmes performances, ben, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et souvent, quand je suis en contact avec des donneurs d'ordre, alors souvent des gens qui sont dans le secteur des contracteurs exploitants ou des contracteurs qui construisent des bâtiments, ils sont déjà engagés eux-mêmes dans des démarches, donc ça devait nous faciliter la tâche, et ils recyclent beaucoup des matériaux qu'ils utilisent sur leur chantier. Sauf que quand je leur parle de matériel issu de la circularité, donc reconditionné, j'ai souvent la réponse « Oh non, nous on veut du matériel neuf », donc on est encore beaucoup dans des logiques capitalistiques et plus CAPEX que OPEX. Et quand on va vers du reconditionné, l'argument, c'est de dire « mais combien moins cher ?» Donc, mon cheval de bataille aujourd'hui, c'est de dire même performance, même garantie, égale même prix. Ça, c'est le premier point. Et finalement, j'ai identifié que la meilleure manière de pivoter, c'est de sortir de ce schéma CAPEX. Et donc, c'est pour s'éloigner de cette notion de prix. Même si, et je rejoins François, quand on a commencé à tirer les fils, on s'aperçoit que ça peut être tout à fait rentable. On pourrait être moins cher, mais je ne pense pas que ce soit l'objectif. Et c'est d'aller vers la fonctionnalité. Parce que quand on peut vendre l'usage, et là, du coup, plus on va avoir travaillé le cycle de vie de notre produit et optimisé son coût de maintenance et d'entretien, plus on a intérêt à garder ce coût-là pour nous, puisqu'il est amoindri, et vendre uniquement l'usage. Et là, on est vraiment dans un modèle qui est optimum, puisque le produit n'est plus valorisé par rapport à son âge ou par rapport au nombre d'heures qu'il a pu faire, mais bien par rapport à la prestation qui est attendue. Et donc là, moi, je suis dans cette étape, pour répondre à votre question, de tester vraiment ça à grande échelle. Donc, je cherche des partenaires intégrés dans ma chaîne de valeur. J'ai identifié 2-3 sites qui ont accepté de réfléchir avec moi sur, par exemple, un chantier de construction de tunnels qui a une durée limitée. De dire, bon, on prend le budget que vous avez alloué normalement à l'achat du matériel, sur le poste qui nous intéresse, et je vais prendre cette enveloppe et moi je vais juste me contenter de vous mettre à disposition l'usage pendant la durée du chantier. À la fin, on se met en toute transparence autour de la table. Il faut accepter dans la coopération la transparence sur les coûts et de dire voilà ce que ça vous aurait coûté, voilà ce que ça nous aurait rapporté, et voilà finalement au final ce que ça a coûté et comment on se répartit l'économie, parce que je suis sûre qu'il y aura une économie. Donc, c'est pas facile, pour répondre à votre question, on n'y est pas encore, mais j'ai pu observer, parce que j'ai été la marraine d'un programme pivot circulaire en région lyonnaise l'an dernier, qui était proposé par la métropole de Lyon et l'ADEME, et j'ai accompagné 8 industriels dans leur pivot circulaire, et j'ai vu au moment du REX que tous ceux qui sont dans des domaines d'activité où les tensions sur les matières sont plus fortes, notamment tous ceux qui utilisent du cuivre, et ça a été mentionné tout à l'heure, bah, eux, leur modèle devient économiquement rentable très rapidement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas écarter une solution qui aujourd'hui n'est peut-être pas économiquement rentable en se disant bah, le réemploi me coûte aussi cher que la matière neuve, parce que c'est le prix de la matière d'aujourd'hui.
Mais si cette matière devient spéculative ou devient juste absente, ben là, ça change complètement la donne. Merci beaucoup. Moi, je veux bien poser une question. Bonjour à tous. Bonjour François. Bonjour Christine. Ravi de te voir. Bonjour Stéphane, ravi de te revoir. Et j'aurais souhaité vous entendre, merci pour vos témoignages, et j'aurais souhaité vous entendre sur la gestion des ressources sur les différents horizons, qui est une vraie problématique chez nous. En tout cas, on ne sait pas comment trop adresser ce sujet aujourd'hui, avec des ressources qui sont plutôt sur le H1, hein, comment gérer les affaires courantes, et en même temps dégager du temps, ou peut-être même recruter, je ne sais pas, et allouer des ressources pour travailler sur le H2 et le H3. Je vous remercie. Alors, quand vous parlez de H, vous parlez de... Les horizons. D'horizon. D'accord, C'est notre jargon CEC. D'accord, ok. Désolé. C'est ça. Désolé. C'est le présent, c'est H1, le futur, c'est H3, c'est ce qu'on se destine, c'est un peu la boussole. Et en fait, on essaie de ramener des germes de changement de H3 dans H1. Et H2, c'est l'horizon de transition, c'est-à-dire c'est ce qu'on va faire temporairement et qui permettra de passer grosso modo de H1 à H3. Et on essaie d'avoir une vision qui est un peu moins linéaire, c'est-à-dire de faire coexister quelque part différents horizons à tous les moments. Voilà. Et donc l'idée, c'est ce que dit Stéphane ici, c'est aujourd'hui on est très focalisé sur H1, on est poussé à faire ça, etc. On y voit plutôt clair et on a du mal à être tout à fait pertinent ou à s'assurer qu'en fait on fait les bonnes choses quand on se projette sur une transition et puis sur un horizon beaucoup plus lointain dans lequel on s'est dessiné un rôle et sur lequel on garde encore de la latitude potentiellement sur ce qu'on pourrait être et faire. Alors, donc ça, c'est une véritable problématique. Je dois être tout à fait honnête quand sur les 10 ans qui ont été nécessaires pour monter ce projet-là, une bonne partie du projet a été fait, pas en sous-marin, mais on va dire en bord de paillasse. Sans en parler plus que ça, et la raison était que très vite, si je parlais de ça, on me demandait des retours sur investissement. Et qu'en fait, il faut abandonner la notion de retour sur investissement pour se plonger dans le projet, sinon on se pose des interdits, et en fait, on s'empêche. Et le retour sur investissement, il vient, en tout cas sur ce qui s'est passé pour nous, il est venu naturellement après. Donc en fait, ça demande un espace de liberté qui est assez inhabituel dans les entreprises. Et c'est là où avoir une personne qui est en charge de l'ensemble des leviers d'entreprise, typiquement la position que j'ai sur le briquet, la position de Christine, est absolument fondamentale parce qu'on est capable de pouvoir faire vivre ces différents temps et se donner l'espace et donner l'espace aux équipes du temps de travail, mais également de se tromper. On dit très souvent que dans nos organisations, les gens ont le droit de se tromper, et voilà, ok, c'est complètement faux la plupart du temps. Là, sur le développement durable, on ne fait que se tromper. J'ai passé 10 ans à me tromper, et avec les équipes, c'est la même chose. Donc en fait, cet espace de sécurité est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu voir dans le côté négatif, c'est que quand une démarche de ce genre-là est lancée par une personne qui est en charge d'une activité et que pour X raison, cette personne-là part, le plus souvent, l'ensemble de la démarche est stoppé. Donc, c'est très dépendant de la personne en charge. Ça veut donc dire que garder des personnes, non seulement dans l'équipe dont je parlais tout à l'heure, mais garder la personne qui mène ce projet-là pendant le temps long, à minima pendant des H, comme vous les appelez, quasi complets, est absolument fondamental pour pouvoir garder la dynamique. Voilà. Ensuite, dès le moment où on a les roadmaps, ce que j'ai aujourd'hui et qu'on a commencé à piloter en France, dans l'ouest de la France, maintenant, ça y est, on est sur une démarche quasi complète. Et puis la France complète, probablement fin de cette année, c'est notre pays pilote intégral. Là, les H, alors ça correspond peut-être au H2 et H3, mais je ne connais pas bien les définitions. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'une fois que vous avez votre roadmap et que vous avez votre modèle économique qui fonctionne financièrement,
Et c'est là où la force de l'entreprise est extraordinaire, c'est que si on va voir l'actionnaire à ce moment-là et on dit, vous savez quoi, si vous me donnez tant en CAPEX et tant en OPEX, et moi je vous monte le profil, etc., de X en 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, là il y a une capacité d'accélération grâce à la notion même de l'entreprise et de comment elle fonctionne, qui est extraordinaire. Et c'est ce moment d'accélération-là, on est dans, on est au moment où on demande les fonds et l'engagement sur le long terme. Ça va être décidé là, dans les quelques mois. C'est une période qui est assez excitante et qui en fait réaligne l'ensemble des intérêts. Et c'est pour ça que ça peut aller aussi vite. Je ne sais pas si ça répond à votre question. N'hésitez pas à creuser plus et à pousser si ça n'est pas le cas. C'est OK pour moi. Merci à vous. En tout cas, un élément important, c'est que on s'aperçoit qu'il faut pouvoir s'affranchir parfois de cette logique de ROI immédiate, qui sont des lunettes qu'il faut pouvoir enlever véritablement pour être dans une logique d'investissement sans regret, parce que ça permet de faire des apprentissages, parce que aussi, dans une certaine mesure, l'investissement d'aujourd'hui est un moindre investissement demain s'il fallait réparer. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ça sera beaucoup moins cher, beaucoup moins d'énergie à mobiliser, beaucoup moins d'efforts que de faire ça demain. Globalement, on sera face à une situation qui sera probablement plus complexe et qui se sera complexifiée. Donc, en fait, vraiment, il y a aussi à essayer de protéger cet espace dont parle François pour réussir à faire ces investissements, cette expérimentation et à stabiliser une équipe qui est capable de porter ça en se protégeant un peu donc, et en se donnant la permission de faire et de se tromper, parce que c'est en se trompant qu'en fait, on trouve les bonnes trajectoires et qu'on apprend énormément et qu'on se donne vraiment cette capacité pour le futur à se confronter beaucoup plus facilement ou sereinement, sinon facilement, à ce qui pourrait être demain. Mais quelque part, l'endroit dont vous parlez dans l'entreprise, c'est la recherche et l'innovation. C'est ce secteur-là à qui on autorise l'erreur, parce que il n'y a pas 100% des innovations qui voient le jour. Donc, quelque part, c'est ce secteur-là qui doit s'emparer de ce sujet. Pas que. Ouais, enfin, moi j'ai envie de dire pas que, parce que les méthodes industrielles chez nous, ça va être fondamental aussi, parce qu'on va tester Oui, des mais nouvelles choses. alors moi je viens de l'automobile et en fait le process fait partie aussi du secteur innovation. Enfin voilà. Mais enfin, ce qui m'a dérangé, c'est On va innover aussi sur les modèles économiques, hein, c'est-à-dire que les commerciaux, nouveau ils business. innovent aussi. Oui. Bah, nous, on Pas l'a que vu aussi. pas que R&D. Ouais. Oui, nouveau business, enfin même transformation. Enfin, est-ce que demain la voiture a toujours un sens? Et enfin moi, ça m'a un peu dérangé que vous disiez que on fasse ça un peu en marge en fait. Enfin, moi, j'aimerais que ce soit pleinement J'adorerais. assumé. Ouais. J'adorerais, mais à un moment, nécessité fait loi. Et je dirais peut-être 2 choses en plus. J'irais beaucoup plus large. Au début, j'avais une personne de développement durable dans l'équipe que j'ai fait intégrer pour m'aider justement là-dessus. Et la réponse de tout le monde, quand je posais une question sur le sujet, c'est « Ah, c'est elle, ah, c'est elle, ah, c'est elle ». Ok, super. Donc, il se trouve que ça marchait pas bien. Donc, j'ai supprimé le poste. Et puis, je lui dis, bah, vous savez quoi? Maintenant, vous êtes chacun responsable. Et ils m'ont dit, mais on n'y connaît rien. Je dis, bah, vous débrouillez. C'est pas sorcier, hein. À la fin de la fin, ce qu'on doit atteindre, c'est pas compliqué. Vous êtes les spécialistes, trouvez des solutions. Et dans les objectifs de tout le monde, c'était le numéro 1 pour tout le monde. Okay, et en fait, je ne savais pas à cette époque-là, mais c'était le point le plus fort. Et donc, j'avais des climato-sceptiques dans l'équipe qui se sont retrouvés à courir très très vite sur les trajectoires, trouver des solutions, etc. Dans cette idée-là. Donc, en fait, je dirais que en théorie, oui, il faut que ce soit organisé, oui, il faut que ce soit la R&D, quelle que soit la définition qu'on ait de la R&D, etc. En pratique, j'ai vu ça fonctionner au moment où on a fait éclater le sujet et on a dit tout le monde avance. Et en acceptant que ce ne soit pas piloté, je n'avais pas de chef de projet dessus du tout. Donc ça partait un peu dans tous les sens. Et c'était très bien parce que ça nous a permis de baliser le terrain. Donc une approche qui est pas très conventionnelle, on appelait ça la méthode Banzai, c'est-à-dire il n'y a pas de structure. Et vous aviez un sujet, vous avanciez et puis on réfléchissait après. Donc ça c'est l'une des dimensions qui d'un côté nous a permis d'avancer très vite, de l'autre côté qui a créé de la frustration également dans l'équipe parce qu'ils disaient oui mais on fait des choses incohérentes, c'est pas grave, on balise le terrain. Après on va remettre les choses en cohérence. Donc voilà, la méthode est un véritable sujet. Je dis pas que j'ai la bonne et je ne dis pas qu'elle est applicable à toutes les organisations parce que je parle de petites organisations au final. Mais
ça a été un facteur de succès clé. Ok. Merci. Ok, Géraldine qui avait une question. Ouais, Géraldine. Oui, bonjour à tous, Géraldine Jourdain de Manoterra. Merci pour toutes tes interventions. Je voulais revenir peut-être sur un point à la fois. On voit que pour Christine, effectivement, il y a une notion d'économie de la fonctionnalité. Pour BIC, c'est tout ce qui est action de recyclage. Tout ça, ça donne effectivement un recours moindre aux matières premières vierges, vous l'avez évoqué, ce qui est à la fois sur le sujet environnemental intéressant et aussi sur le sujet de la résilience qui a été évoqué au début. Et je voulais avoir votre perspective sur justement le sujet, et en lien avec la ROI, le sujet du retour sur investissement, parce qu'effectivement, l'accès aux ressources va être potentiellement sur certaines matières de plus en plus délicat, avec toutes les inconnues qu'on a, que ce soit environnementales, géopolitiques, etc. Donc, comment est-ce que vous intégrez ces analyses de risque sur les matières futures, et notamment pour essayer de renforcer le business case et la ROI? J'ai bien compris qu'effectivement, au démarrage, c'était des business cases qui n'étaient pas forcément évidents à monter, mais peut-être que après plusieurs années, ça commence à se structurer, et je voulais savoir comment vous arriviez à structurer, donc aujourd'hui, sur vos cas respectifs, ce business case-là, et comment vous intégriez le risque sur les matières premières à long terme. Alors, je vais peut-être faire une première réponse, mais je pense que le retour de François, qui a un peu plus de recul, sera peut-être plus intéressant que le nôtre. Moi, j'ai dit en préambule, chez Montabert, la matière première, c'est d'abord l'acier. Et c'est vraiment des quantités importantes. Et la première chose qu'on a fait, c'est de s'intéresser donc à notre chaîne de valeur et d'utiliser à 97% aujourd'hui de l'acier qui est issu de ferraille recyclée. Mais ça suffit pas, parce que bon, la ferraille recyclée, ok, mais on recycle que le passé. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait de l'acier à récupérer. Et en plus, dans notre modèle, nous, de circularité, comme notre chiffre d'affaires, il est réalisé à plus de 95% en dehors de France, cet acier, il est sur les 5 continents, et donc c'est pas notre acier qu'on va récupérer. Souvent, c'est des chaînes de ferrailleurs qui récupèrent de l'acier, qui nous redonnent de l'acier. Par contre, on a d'autres matières sur lesquelles on a aussi identifié des risques, soit environnementaux, soit des tensions. Et là, on est encore au balbutiement, nous, mais comment on aborde, c'était un peu votre question, comment on aborde le sujet? Moi, je dirais un petit peu pour ceux qui ont déjà fait l'exercice d'une matrice de double matérialité. Dans la matérialité, vous allez réfléchir à dire aujourd'hui quels sont tous les impacts que l'utilisation de ces matières peut avoir sur l'environnement, mais aussi comment l'environnement peut impacter mon accès à ces matières ou mon cycle d'exploitation. Ça va nous permettre de hiérarchiser nos problèmes, et je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Là, on va revenir à vraiment de la recherche pure, c'est de se dire, est-ce que je peux me passer de cette matière? Est-ce que j'ai des matières alternatives? Et là, je suis, moi, dans cette démarche de penser qu'il y a certains projets où on va devoir mettre peut-être un doctorant en recherche pendant 3 ans sur un sujet, parce que là, on parle de temps long, on parle d'oublier un peu les ROI à court terme, et de se dire, il faut que je cherche soit du redesign qui me permette d'avoir la même fonction sans avoir besoin de cette matière, soit de réduire la quantité de matière, soit carrément de passer à une matière alternative. Et on nous a appris aussi à la CEC, je ne suis pas encore allée jusque-là moi, mais que s'inspirer du vivant, parfois, ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Mais je ne suis pas encore allée là. Et tu veux compléter, François? Oui, alors c'est amusant quand on en a discuté avec Christine. En fait, à un moment, on est naturellement arrivé sur nos déchets mutuels, et si on avait moyen de se partager les déchets. Donc, c'est une façon très concrète d'aborder le sujet. Alors, évidemment, qu'on regarde les matières et les matières en tension, le problème, c'est que ces matières-là sont totalement instables. D'une année sur l'autre, les listes de matières changent complètement, parce que vu la matière d'une année, chacun essaie de regarder comment est-ce qu'il peut refaire ces gammes de produits. Et donc, en fait, c'est au final assez difficile de voir clairement là-dessus. Donc, est-ce que j'ai intégré des retours sur investissement sur mes matières premières? La réponse est non, absolument pas. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai adopté une méthode que Bell m'a appris, qui en fait, quand vous pensez votre investissement, regardez les instabilités de vos matières ou produits, etc., sur les 15 à 20 dernières années.
et vous créez votre plan de retour sur investissement sur le passé. Et en fait, quand j'ai fait ça, la plupart du temps, pas systématiquement, mais la plupart du temps, ça faisait le cas. Parce qu'en fait, on se projette encore dans nos modèles financiers sur des choses très linéaires, et par défaut, on pense à des choses très linéaires. Or, ces déjà 10, 15, 20 dernières années nous donnent déjà beaucoup d'éléments sur les instabilités, et probablement qu'elles vont augmenter encore plus. Voilà, donc l'expérience pour moi elle est plus là-dessus, sur le fait de prendre, sur la base de ce que j'ai appris d'un autre industriel, que souvent ça fonctionne de cette façon-là. Je vais pas projeter l'avenir parce qu'en fait en interne sinon très facilement c'est mais sur quoi c'est basé, mais est-ce qu'on peut s'y fier, et donc au final ça amène beaucoup de discussions et pas de décision. Ensuite. Les doctorants, Christine a apporté un point très important. L'élément clé qui nous a aidé à trouver les solutions, ça a été de travailler pendant 8 ans avec des chercheurs, des scientifiques, des chercheurs, donc des ONG également qui nous trouvaient des solutions. Être en contact avec les ONG, comme industriel, ça fait peur. Au début, je n'en venais pas large en 2019. Je les rencontre maintenant tous les 2 à 3 ans et je leur présente tout. Absolument tout. Donc, contrat de confidentialité, Chatham House, etc., etc. Et on partage. Et je partage surtout toutes mes erreurs, ça les intéresse beaucoup, et là où j'arrive pas à avancer. Donc, en fait, le fait de se connecter à l'extérieur est extrêmement intéressant. Et il y a un autre intérêt, mais qu'on va garder entre nous, c'est qu'en fait, les questions qu'on a posées a fait que certains scientifiques ont dû développer des méthodes. Et au final, très souvent, ils ne nous facturent pas, ou ils nous facturent assez peu de choses parce qu'en fait, ils préparent leur, entre guillemets, business de demain et leur savoir-faire et leur publication. Sur le travail de 8 ans de recherche scientifique, on va sortir une trentaine de papiers scientifiques sur des domaines qui sont totalement inexplorés. Voilà, donc cette connexion est absolument clé et ça s'applique également aux matières premières, notamment pour les substitutions, ce que disait Christine. Et puis, dernière chose également, quand on faisait des recherches là-dessus, on se disait, bon, les résultats, ça va être A ou B. Et puis, on trouvait oméga. Et puis, les résultats, ça va être C ou D. Et puis, on trouvait complètement autre chose. Donc, on s'est fait surprendre dans tous les sens, mais à tous les niveaux, absolument à tous les niveaux. J'ai fait des études au début en mer, sur quand un briquet se trouve en mer, ok, qu'est-ce qui se passe? Et je pose la question de savoir, mais est-ce que c'est pareil en eau douce? Et on me dit, bah oui, ça va être pareil. On fait un premier test, résultat opposé. C'est-à-dire que j'ai de la toxicité en mer, j'ai aucune toxicité en eau douce. Voilà. Et donc, on a refait l'ensemble de nos études sur l'eau douce, puis tant qu'à faire, on l'a fait sur Terre également, et on voit des domaines de compétences, si je prends une approche mathématique, totalement différente entre chacun de ces 3 univers. Voilà. Donc, en fait, on s'est fait surprendre de A à Z, et notamment sur notre plastique. J'étais dans l'idée que tous les plastiques se transformaient en macroplastique, microplastique, etc. Et en fait, le plastique qu'on utilise, on a découvert, avec nos propres recherches, même a priori le fournisseur ne le savait pas, qu'en fait, il se dégaze à 95%. Et donc, en fait, il relâche du gaz et de l'eau. Et la deuxième chose, c'est que c'est une matière que je peux recycler au moins 10 fois sans rajout de vierge, probablement 15 fois. Voilà. Donc en fait, c'était l'opposé de ce que j'avais pu lire dans tous les livres que j'avais pu lire. Donc en fait, il y a une vraie notion derrière d'être agnostique et de vérifier absolument tout ce qui est affirmé. Impressionnant. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question? Bon, il est 10 heures, je crois qu'il va falloir malheureusement s'arrêter. C'est peut-être un peu frustrant, mais il faut respecter notre contrat-temps. Merci à nouveau à tous, bien sûr. Évidemment, un remerciement particulier à Christine et François qui ont bien voulu partager un certain nombre d'expériences dans ce temps court d'1 heure. On est ravis que vous ayez pu participer à cette session. Merci encore à tous. On vous enverra une petite synthèse uniquement qui sera uniquement destinée à ceux qui étaient présents. On mettra à disposition pour ceux qui le souhaitent l'enregistrement. Et puis, on espère pouvoir poursuivre ces conversations avec l'une ou l'un d'entre vous dans le futur avec un grand plaisir. Merci encore et à très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.